BDO. Notre métier, en fait, c'est d'améliorer l'eau du robinet. Moi, je dis pas que j'ai pas été au bord de la falaise, mais j'ai toujours réussi à m'arrêter et à pas perdre l'équilibre. J'ai pas été très bien accueilli parce qu'on a tout de suite eu un message très militant. Moi, je dis souvent, sans mesure, pas d'impact. Je trouve ça affolant que des multinationales soient capables de trahir comme ça la confiance d'un consommateur. Bienvenue dans Coulisses de CEO, le podcast qui met à nu les dirigeants. Je suis Arnaud Naudan et dans chaque épisode, avec mes invités, on décrypte les challenges des leaders d'aujourd'hui et de demain. Bienvenue à tous pour ce nouvel épisode de Coulisses de CEO. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Thibault Lamarque, un entrepreneur passionné et engagé. Après une expérience chez Veolia Environnement, Thibault fonde en 2011 la société Castali, une entreprise de l'économie circulaire dont la mission est de donner accès à une eau de qualité bonne pour vous et pour la planète. Thibault est également l'auteur de l'essai « L'humanité a soif et les baleines boivent la tasse », un cri du cœur pour une gestion plus responsable de nos ressources. Thibault est enfin l'hôte du podcast La Relève. Je suis très heureux de le recevoir aujourd'hui. Salut Thibault. Salut Arnaud. Écoute, déjà, tu passes de l'autre côté du micro. Donc merci d'avoir trouvé le temps. Je suis très heureux de te recevoir. Ça fait un moment que nous-mêmes, on est clients Castali. Et dès que j'ai lancé le podcast, je me suis dit, il faut absolument que j'arrive à faire un épisode avec lui. Je voulais comprendre l'histoire et je suis sûr que tout le monde ne sait pas toute l'histoire derrière le succès de Castali. Tu nous en parleras. Et puis également sur tes autres engagements, j'en parlais, l'essai que tu as écrit. Et donc, si ça te va, voilà le programme. Super. Écoute, première question, est-ce que tu peux nous dire d'où tu viens, tes origines, où tu as grandi, comment tu es arrivé dans ce secteur ? J'ai grandi dans l'ouest parisien, à Boulogne. Ouais. Boulogne pendant quelques années, et puis après à Sèvres, même si on va dire que j'ai des racines bretonnes. Mes grands-parents du côté paternel étaient bretons, et donc on a une maison familiale là-bas. Donc si tu me demandes d'où je viens, je te dirais je suis breton, mais j'ai grandi à Boulogne. Est-ce qu'il y a un rapport à l'eau ? Oui, sans doute, qui est un peu le fil conducteur. Alors à la fois la mer, la Bretagne, mais après un mémoire de fin d'études sur l'accès à l'eau au Maroc, et puis une première embauche chez Veolia Environnement, le plus gros producteur d'eau potable du monde. Donc finalement... Ouais, le parcours est assez cohérent. Je ne sais pas si c'est de la cohérence, mais en tout cas, j'en ai fait un fil conducteur. Comment tu arrives chez Veolia ? Pourquoi ce mémoire ? J'ai fait alors à l'époque, ce qui s'appelle Master 2, maintenant à l'époque ça s'appelait DESS, donc j'ai fait un DESS Affaires internationales, et j'avais choisi comme thématique de mémoire de fin de DESS l'accès à l'eau dans les pays en voie de développement, avec un zoom sur le Maroc. Après ce mémoire, je suis parti faire un stage au Maroc, dans une banque qui s'appelle la BMCE, qui est la Banque marocaine du commerce extérieur, qui à l'époque faisait du financement d'infrastructures pour Veolia et Suez. J'étais un petit stagiaire, mais j'ai travaillé sur ces gros projets d'eau potable avant d'aller voir Veolia en leur disant écoutez, voilà ce que j'ai fait avant, est-ce que vous auriez un job pour moi ? Alors je suis pas parti dans l'eau, il n'y avait pas de poste, mais je suis parti dans le transport. À l'époque, Veolia avait une filiale qui s'appelait Veolia Transport, qui est devenue Transdev et qui est sortie du groupe. Mais donc je suis parti en Australie, donc sur la zone Asie-Pacifique à Melbourne, pour faire du contrôle de gestion et du M&A. Et t'as pas eu envie d'y rester ? Alors, donc c'était un VIE au début d'1 an qui a été renouvelé une deuxième année. Je connais pas mal de gens qui sont partis en Australie et qui finalement ont eu du mal à rentrer. C'est un peu le risque parce que, alors à l'époque, on va dire que les réseaux sociaux, les Skype, les visios, ça marchait pas comme aujourd'hui. Donc c'était un peu loin, il y a beaucoup de décalage horaire, 10-12 heures. Moi j'ai adoré. Après, il y a un moment où il faut décider de soit revenir pour retrouver finalement famille et amis qui sont quand même un petit peu loin, même si on a refait sa vie finalement de l'autre côté du globe. Et alors j'ai plein de copains qui sont devenus australiens, et moi j'ai décidé, mes grands-parents vieillissaient à l'époque, de rentrer à Paris. Et j'ai eu la chance, le groupe en fait m'a proposé d'intégrer l'audit interne. Donc t'es resté 6 ans chez Veolia Environnement ? Oui, 2 ans en Australie et puis 3 ans et demi, un peu plus de 3 ans et demi au siège. Et donc à ce moment-là, tu crées pas encore Castali, tu deviens directeur financier d'une boîte. Alors chez Veolia, si t'es pas ingénieur, c'est difficile de faire du business et de rentrer dans les opérations. J'avais choisi Veolia parce que à l'époque, c'était les services à l'environnement. C'était pas le sujet. Le premier moment où finalement on a commencé à parler d'environnement, c'est le Grenelle 2007. Moi, j'avais cette sensibilité et c'était important pour moi. J'ai pas trouvé chez Veolia de boulot plus opérationnel. L'audit, c'était génial. J'ai fait 35 missions, j'ai rencontré 35 patrons et 35 cas de figure très différents. Mais j'avais envie non seulement de donner des conseils, mais aussi de pouvoir les suivre et les appliquer. Et j'ai pas trouvé chez Veolia, on va dire, chaussure à mon pied. Et donc, on m'a proposé un poste de directeur financier dans une PME qui s'appelle Alter Eco,
qui a été monté par Tristan Lecomte. Et c'est assez marrant parce que je partais en mission à Chicago pour Veolia. Donc, dans le taxi, j'ai un Libé, je lis la 4e de couve, portrait de Tristan Lecomte. Et je me dis, mais attends, mais c'est génial, je veux bosser pour ce mec. Et puis voilà, 2 ou 3 ans plus tard, tu te retrouves avec lui. Je me retrouve DAF. Ça m'a permis de voir qu'on pouvait passer d'une multinationale à grosse moquette de l'avenue Kléber à une PME bordélique et militante place de la Bastille. Tu disais que tu avais une sensibilité pour l'environnement, c'est comme ça que tu l'as exprimé. Cette sensibilité, tu l'as eu quand? À partir de quand? Est-ce qu'il y a eu un événement particulier? Souvent, les gens parlent de prise de conscience, enfin quelque chose un peu qui les alerte. Est-ce que toi, ça s'est passé comme ça? Non, je pense que c'est d'abord une sensibilité naturelle. Ce qui est sûr, c'est que je l'ai mûri. Je suis pas le même Thibaut aujourd'hui en 2024 qu'il y a 10 ou 15 ans. Et peut-être une intuition qu'il y avait un certain nombre de choses qui n'allaient pas dans le bon sens. Et donc, à quel moment est-ce que finalement tu décides de quitter l'entreprise? Comment est né le projet Castali? Quand est-ce que tu as eu cette idée? Je découvre en rentrant d'Australie, donc 2006, je découvre SodaStream qui démarrait en France. Donc SodaStream, c'est une machine, enfin un siphon finalement pour les particuliers qui cartonne. C'est une boîte qui a été rachetée par Pepsi il y a quelques années. Mais à l'époque, c'était un petit distributeur qui vendait ça sur les marchés. Je découvre ça. Moi, j'étais très consommateur d'eau pétillante et donc alors moi, je triais bien mes bouteilles, la bouteille dans le bac jaune, etc. Donc, j'ai toujours été extrêmement précautionneux. Mais j'avais vu aussi, en visitant des décharges, des centres de tri, des centres d'incinération chez Veolia, que malheureusement, il y avait une grosse différence entre la communication qu'on pouvait faire autour du recyclage du plastique, qui sur le papier paraît très simple, et en réalité, c'est plus complexe. On sait que dans les grandes villes, par exemple, on arrive à capter sur la bouteille en plastique, qui est un super déchet facile à appréhender, que 10% des bouteilles. Parce que la plupart des bouteilles sont jetées dans les poubelles dans la rue ou dans les poubelles dans les restaurants et que c'est pas trié. Au niveau national, on est à une bouteille sur 2. Mais donc, on recycle très mal le plastique. Et donc, je m'étais dit que il y avait d'un côté SodaStream que je découvrais, ce sujet du plastique qui était mal recyclé. J'avais gardé dans un coin de ma tête que je trouvais que c'était une bonne idée. Moi, j'avais réglé mon problème de la bouteille en plastique grâce à SodaStream. Mais je trouvais qu'il y avait un certain nombre de sujets. Le goût de l'eau était toujours chloré, ça fait ressortir le goût du chlore. C'est pas froid. Et donc, je m'étais dit qu'on pouvait améliorer le concept. Et donc, c'est là où finalement tu te dis, où tu lances en 2011 Castali, avec une idée déjà précise sur ce que tu voulais faire? Assez précise. Pour les 10 ans, c'est marrant parce que j'ai ressorti un cahier d'auditeur, avec les petits carreaux là. J'avais fait mon petit mapping, ma petite étude de marché, et donc avec du B2B, des fontaines publiques, un jour peut-être du B2C. Et donc, j'avais écrit ce que j'avais envie de faire. Ça, c'était en 2010. Et puis après, c'est quand même du hardware, ça met du temps à sortir. Et donc avril 2011, création de la boîte. Et puis, premier client, c'est septembre 2011. Tu peux nous expliquer du coup maintenant exactement ce que tu vends? Notre métier, en fait, c'est d'améliorer l'eau du robinet, de la microfiltrer. Donc, j'ai développé une gamme de fontaines, de contenants, donc de bouteilles et de services qui permettent à nos clients de remplir leurs bouteilles en verre d'eau plate ou pétillante Castali sur place. Donc, aujourd'hui, on a à peu près 6000 fontaines qui sont dans les très bons restaurants, dans les hôtels et dans les entreprises. Et où finalement, l'utilisateur va remplir sa bouteille. Et ça permet d'éviter 2 choses. Une qui est assez évidente, c'est l'usage unique pour la bouteille. Mais une chose qui est moins évidente pour le consommateur, c'est le transport entre la source et la consommation. On ne se rend pas compte, mais une bouteille d'eau minérale, ça fait plusieurs centaines, parfois plusieurs milliers de kilomètres entre la source et le lieu de consommation pour quelques minutes. Et ça, tu l'avais déjà pensé, enfin, ces 2 points. Depuis le départ, c'était ça l'ambition. Le titre de mon slide, c'est pas un slide, mais de ma note, c'était l'alternative durable à l'eau en bouteille. Aujourd'hui, donc tu le disais, ça s'est beaucoup développé, tu as fêté les 10 ans. Quelle a été peut-être la principale difficulté que tu as eue pour développer ça? Je sais pas s'il n'y en a eu qu'une seule. D'abord, ça a été long. L'idée, c'est été 2010. Ensuite, création de la société, premier client, etc. Et puis, on est sur un marché qui est la restauration où c'est assez dur de scaler, parce qu'un chef, c'est une fontaine. Sur la partie entreprise, personne ne voulait de mes fontaines parce que y avait déjà des fontaines petites en plastique chinoises qui coûtaient 30 € par mois, dans lesquelles on ne peut même pas remplir une gourde ou une bouteille. Mais personne comprend. Enfin, en tout cas, j'ai mal exprimé peut-être ce que mon produit pouvait faire, c'est-à-dire systématiquement 100% des fontaines Castali sont compatibles avec nos bouteilles et ça permet de remplir des gourdes ou des bouteilles. Donc de faire du haut débit. Et donc ça a mis beaucoup de temps et donc à évangéliser le marché. On a finalement on a créé notre marché. Oui, parce qu'après, t'as aussi bénéficié d'une réglementation qui allait dans ton sens. Mais ça a été très très long. C'est 2019 et tu vois, il s'était passé donc 7 ans entre le moment et cette réglementation. Aujourd'hui, cette réglementation, elle est géniale parce que en fait, la loi AGEC portée par Brune Poisson a mis une date de fin du plastique à usage unique.
2040, plus de plastique à usage unique, avec une première date dans le cas de la bouteille plastique qui est 2030. On doit diviser par 2 le nombre de bouteilles entre les bouteilles de 2020 et 2030. Mais là, aujourd'hui, c'est pas du tout contraignant. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? En 2022, on est à plus 4% de bouteilles alors qu'on devrait être à moins 15%. Tu as une idée, je pense que tu mesures l'impact que tu as eu, que ce soit sur le plastique économisé, peut-être sur le carbone également. Enfin, est-ce que tu sais mesurer aujourd'hui ça ? Moi, je dis souvent, sans mesure, pas d'impact. Donc ça, on le suit bien avant de faire entrer dans les fonds d'investissement. Je suivais déjà le nombre de bouteilles économisées. Donc c'est un indicateur pour nous, au même titre que le chiffre d'affaires ou l'EBITDA. Tu l'as aujourd'hui, le nombre de bouteilles ? Oui, on est à 300 même. millions de bouteilles. Mais quand tu compares 300 millions de bouteilles sur la vie de Castaldi, dont une centaine de millions l'année dernière, par rapport aux 16 milliards de bouteilles usage unique annuelles, tu te dis qu'on est encore une goutte d'eau. Alors, pour un investisseur ou pour un entrepreneur, on pourrait dire génial, le marché est devant nous, et très bien, mais parfois, je me dis quand même qu'il faudrait que ça aille plus vite. Oui, parce que je dirais, si on reprend le côté investisseur, entrepreneur, là, à quel moment ça a décollé ? Parce que si tu me dis 300 millions de bouteilles, 100 millions l'année dernière... Alors, nous, on gère un parc, tu vois, on installe, on a mis 3000 fontaines sur les 11 premières années et 3000 fontaines sur les 2 dernières années. Donc là, ça donne une idée un peu de l'accélération. Et après, donc on a 6000 fontaines en parc. L'accélération, elle est maintenant, mais on est encore à epsilon du marché, c'est-à-dire que le marché est devant nous. Aujourd'hui, tes fontaines, elles sont où ? T'es dans quelle ville ? On est partout en France. Ce qui est assez sympa, c'est qu'on a les beaux endroits, en fait. Une fois que vous avez essayé Castaldi par rapport à un concurrent, finalement, on n'a pas de churn, on n'a pas de retour en arrière. Tu vois, on les a sur la table. Nous-mêmes, on est clients. Merci beaucoup, ça m'a fait plaisir. T'as vu l'attention, ouais, effectivement. Non, mais c'est vrai que ça... Enfin, là, pour le coup, pour en parler en tant que client, c'est sympa. Et ça devient même, je dirais... quand tu dis que le marché est devant toi, j'ai quand même le sentiment que maintenant, tout du moins dans l'écosystème qui est le mien, sortir la bouteille en plastique, c'est devenu mal vu. Je sais pas si si les gens beaucoup le partagent, mais mettre une bouteille en plastique dans une réunion, etc. Ça, c'est assez chouette. C'est qu'on a réussi à rendre has-been la bouteille en plastique, parce qu'une bouteille Castaldi, là, c'est la bouteille 33, qu'on a fait dessiner par Helium Studio. On a eu des prix de design, fabriqués en Italie. C'est beaucoup plus chic qu'une petite bouteille en plastique. Ouais. T'es presque devenu une marque d'eau, en fait, aujourd'hui. On est complètement une marque d'eau. Moi, alors, effectivement, on fabrique des fontaines, on fabrique des bouteilles, on fait du service pour nos fontaines, mais en réalité, on est une marque d'eau. C'est assez intéressant, c'est qu'il y a eu une première guerre de l'eau à la fin des années 90. On avait d'un côté les minéraliers, donc Danone et Nestlé, et puis le groupe Alma, cristalline, qui est rentré avec un modèle très différent. Le modèle des minéraliers, c'est une source d'eau minérale et plein de clients, un peu partout dans le monde. Le modèle de cristalline, c'est plein de sources, avec de l'eau de source, et une seule marque, Cristalline. Et donc ça a été un gros choc à la fin des années 90, au début des années 2000, et c'est Cristalline qui a gagné, puisque Cristalline, aujourd'hui, en volume, a dépassé Danone et Nestlé. Donc ça, on ne sait peut-être pas assez, mais Cristalline, aujourd'hui, c'est le premier vendeur de bouteilles. Ils ont combien du marché aujourd'hui ? Plus de 50% en volume, pas forcément en valeur, mais en tout cas en volume. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont raccourci les délais logistiques, puisqu'il y a plein de sources, il y a une trentaine de sources en France. Un plastique moins, on va dire, moins épais, et donc plus cheap. Donc moins de logistique, moins de plastique et pas de marketing. Je ne sais pas si vous vous souvenez des pubs de Pierre Papillot, qui était le patron, le fondateur. Moins marketing que ça, tu meurs. Et donc, ils ont réussi vraiment à faire leur trou, enfin, pas faire leur trou d'ailleurs, à prendre le lead du marché. Et Castaldi, c'est la suite logique. Ça veut dire que nous, c'est pas 30 sources, c'est 6000 sources. Et finalement, chaque client a sa source. Donc, tu disais qu'il y avait une première guerre de l'eau. Aujourd'hui, c'est les 3 principaux acteurs. Oui, tu disais. sur l'eau en bouteille. Danone, ouais. Cristalline. Toi, tu arrives là-dedans. Comment ça s'est passé ? Notamment avec les acteurs du marché. C'est un marché quand même qui est autorégulé, on va dire. Donc, j'ai pas été très bien accueilli parce qu'on a tout de suite eu un message très militant. Et donc, j'avais calculé en cumulant la taille des 16 milliards de bouteilles, donc le nombre de centimètres fois 16 milliards, ça donnait plusieurs allers-retours jusqu'à la Lune. Ouais, de la Terre à la Lune. Et donc ça, j'avais inscrit ça sur le site internet, et là, boum, on a pris des recommandés directs. Donc, ils m'ont quand même assez vite repéré et trouvé que j'étais sans doute un peu turbulent. J'ai eu une procédure il y a quelques années maintenant qui s'est terminée. Mais voilà, quand vous avez un procès qui démarre, au début c'est très très impressionnant, ça fait peur, mais je me suis dit que j'avais touché le bon endroit. Tu peux nous expliquer quel était le sujet, en fait, sur quoi tu étais attaqué ? Alors, il y avait des dizaines de pages. Pour faire simple, ils nous reprochaient de venir sur leur plate-bande qui était le marché de la restauration.
Alors qu'on ne faisait pas du tout la même chose. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on donne un outil à nos clients pour qu'ils produisent leur eau et qu'ils fassent leur eau. De la même manière qu'ils font leur cuisine, qu'ils cuisinent sur place, ils pouvaient faire leur eau Castalli sur place. Et donc, voilà, tout tournait autour de ça. Après, ils sont pas en direct, ils ont des lobbies, la Chambre syndicale des eaux minérales, la Fédération des eaux embouteillées et conditionnées, qui sont en charge de faire le sale boulot pour eux. Et ce que je trouve assez incroyable, c'est que maintenant, quand tu vas dans certains restos, tu demandes de l'eau pétillante. Alors parfois, on te demande ce que tu veux. Je vais pas citer toutes les marques d'eau pétillante. Et il y en a d'autres où tu y vas, directement, ils te mettent une Castalli. Parce que je pense qu'on a bien fait le boulot et que finalement, quand vous retrouvez une bouteille de Castalli, dites-vous qu'ils gagnent moins d'argent avec Castalli qu'avec une bouteille d'eau minérale. Ouais. C'est pour ça d'ailleurs qu'on n'est pas partout. Si on était partout, si on faisait gagner beaucoup d'argent à nos restaurateurs, on serait partout et c'est pas le cas. Parce que dans le cas de la restauration, il y a tellement de marge par bouteille d'eau qu'ils gagnent beaucoup plus d'argent avec les eaux en bouteille. Donc quand vous avez Castalli à une table, dites-vous que vous êtes bien accueillis et que c'est au juste prix. Alors souvent, vous payez votre entrée, votre plat et votre dessert à un prix normal, mais vous savez que c'est pas du sous-vide. On parlait de l'accélération. Tu disais finalement ça s'est beaucoup accéléré dans les 2 dernières années. Il y a eu un événement particulier pour cette accélération ou c'est tout le travail qui a été fait pendant les premières années? C'est tout le travail. Le Covid nous a quand même bien freiné, mais la structuration de l'équipe, finalement, tu me demandais les difficultés. Je pense que ce qui est difficile, c'est quand vous n'avez pas beaucoup de moyens, c'est de recruter. Vous voulez recruter des bons, mais vous n'avez pas forcément de quoi les donner des gros salaires, donc vous les intéressez avec le capital. Mais en 2011, l'entrepreneuriat, c'était pas du tout la mode, surtout pour faire une boîte d'eau. Exactement. Et donc, ça a été assez long pour construire mon équipe. Là, ce qui est vrai, c'est qu'on a un codir de fou. J'ai la chance d'avoir un DG qui m'accompagne depuis 11 ans, qui est arrivé en stage chez Castalli et aujourd'hui qui est le patron. Ça aussi, ça m'a permis finalement de faire d'autres choses. Tout le plaidoyer dont on parle, tout le lobbying dont on parle, c'est parce qu'aujourd'hui, j'ai une équipe qui tourne et que ça me laisse un peu plus de temps pour faire d'autres choses. On parlait de ton secteur il y a quelques minutes. On a une actualité récente là, qui a fait beaucoup de bruit sur certains de tes concurrents et on peut parler de fraude. Est-ce que tu peux peut-être expliquer pour ceux qui nous écoutent le problème? Et je sais que tu as pris la parole de façon très ferme, notamment sur les réseaux sociaux sur le sujet. Est-ce que tu peux nous expliquer quel a été le problème et ta réaction par rapport à ça? En fait, il s'est passé un truc assez dingue. Il y a 2 groupes, parmi les 3 qu'on m'a cités tout à l'heure, qui n'ont pas respecté les normes réglementaires de qualité d'eau. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont aperçus que l'eau de la source minérale, d'ailleurs l'eau de source ou l'eau minérale, n'était plus potable pour 2 grandes raisons. En tout cas, de ce que j'ai pu lire, j'ai pas encore lu le rapport. J'ai lu le rapport des journalistes, j'ai pas lu le rapport technique. Mais ce qui était expliqué, c'est qu'il y avait des concentrations de pesticides extrêmement élevées, beaucoup plus que dans l'eau du robinet, qui rendent l'eau non potable, et puis de la bactérie E. coli. La E. coli, c'est la bactérie fécale. Et donc, ils ont caché ça. Et ils l'ont traité. Alors, ils l'ont traité avec de la microfiltration. Microfiltration, c'est ce qu'on fait Castalli tous les jours. Donc, c'est une très bonne filtration, ça marche bien. D'ailleurs, ça a bien marché puisque ça leur a permis d'embouteiller leur eau en la microfiltrant. Mais qu'est-ce que ça veut dire, la fraude? Pourquoi? Parce que, finalement, quand un consommateur, il achète telle ou telle marque au supermarché, il achète une eau minérale qui est censée être pure, naturellement, sans traitement. Sinon, c'est comme une eau du robinet. Moi, j'ai travaillé chez Veolia pendant quelques années. Veolia, c'est le plus gros producteur d'eau potable du monde. On prend une eau de rivière, de nappe phréatique, de source parfois. On la passe dans un certain nombre de process et ça fait une eau rendue potable par traitement. Et donc, ce qu'ils ont fait, eux, c'est qu'ils ont rendu potable par traitement leur eau et ils l'ont embouteillée et ils l'ont vendue comme une eau minérale, une eau de source. Et c'est ça qui est grave, parce qu'ils ont trompé le consommateur. Donc finalement, on verra la suite à cette affaire. Mais finalement, ce qui t'a été reproché, les gens qui t'ont fait un procès quand t'es arrivé sur le marché, 10 ans plus tard, c'est un peu le juste retour des choses, quoi. Je tire pas sur une ambulance, mais je suis pas consommateur de leurs produits, mais en tant que consommateur, je suis quand même affolé de voir que des gros industriels sont capables de tromper leurs consommateurs comme ça. Moi, je construis, alors on est une petite marque, mais on essaye de la construire, on n'est pas parfait, mais je la construis sur la confiance et la transparence. Et donc, je trouve ça affolant que des multinationales soient capables de trahir comme ça la confiance d'un consommateur. Et je pense que ça aura des répercussions pendant longtemps. T'en as déjà vu, là, des répercussions? J'ai eu beaucoup d'appels. Là, j'ai eu un point avec les sales qui m'ont dit qu'il y avait eu quelques dossiers qui avaient transformé plus rapidement que prévu par rapport à ça. Mais ce qui est normal, c'est que finalement, qu'est-ce qu'on achète dans la bouteille en plastique? Les gens, ils n'achètent pas une bouteille en plastique. Ce qu'ils veulent, c'est être rassurés sur la qualité de leur eau. C'est ça le sujet de la bouteille en plastique. La bouteille en plastique, c'est qu'un contenant qui est très pratique, il n'est pas cher, il est léger et il est solide. Il y a 2 trucs. C'est que d'abord,
Il y a des migrations du contenant vers le contenu, donc du plastique vers l'eau. Donc ça, on sait qu'il y a du microplastique. Enfin, c'est rigolo parce qu'il y a une étude 15 jours avant la fraude là qui montrait qu'il y avait 240 000 particules de plastique dans chaque bouteille d'eau en plastique. Donc il y a des migrations du contenant vers le contenu, et puis un problème de déchets. Parce que, pour les raisons que j'expliquais tout à l'heure, on ne sait pas bien traiter le déchet. Donc, à partir du moment où les gens ils ont acheté en pensant boire une eau minérale ou une eau de source, et qu'on leur a vendu une eau rendue potable par traitement, ben, vous avez l'eau du robinet que vous pouvez filtrer chez vous. Pourquoi acheter de l'eau en bouteille ? Je voulais te poser la question de l'ambition pour Castelli. Donc là, tu disais, tu as un très fort développement. Néanmoins, aujourd'hui, si je veux avoir une fontaine Castelli chez moi, je peux pas. Tu es essentiellement B2B aujourd'hui. Complètement B2B. Le B2C, c'est prévu ? Je vais pas dire que c'est prévu parce que sinon les compteurs vont exploser. Mais non, mais peut-être qu'un jour ce sera prévu. Là, aujourd'hui, je préfère être premier en B2B plutôt que de m'éparpiller. Ce qui est sûr, c'est que ça ne nous empêcherait pas de faire des tests ici et là pour tester des solutions qu'on trouve intéressantes, intelligentes. Pour le moment, à part SodaStream, personne n'a réussi à craquer le B2C. Donc, c'est pour ça qu'il faut y aller avec attention. Moi, je suis un entrepreneur. Ce qui m'intéresse, c'est de faire durer ma boîte. Enfin, j'ai pas envie de me brûler les ailes. Et donc, on fait extrêmement attention. Donc, je préfère être numéro 1 en B2B, de tester des choses. Et puis, le jour où on aura trouvé la bonne solution, la bonne offre, à ce moment-là, on n'aura pas de problème pour développer de bons produits et le déployer. Aujourd'hui, donc, tu as levé des fonds d'investissement Oui. ton capital. Tu es toujours majoritaire ? Oui. Justement, tu dis, je suis un entrepreneur. Tu as eu un passé dans les grandes entreprises. Si on en revient vraiment plus à toi en tant que personnalité, le switch entre l'entreprise et l'entrepreneuriat, tu l'as vécu comment ? T'étais un entrepreneur dans l'âme et qui s'est un peu perdu dans une entreprise avant de devenir entrepreneur. Quand t'étais jeune, tu pensais déjà à l'entrepreneuriat. J'avais un cadre familial qui me disait que les grands groupes, c'était bien et c'était une case à cocher. Mais j'avais un papa qui était entrepreneur, qui était promoteur immobilier, qui a monté 2 boîtes, qui était dans le public pendant longtemps et puis après entrepreneur. Donc j'avais conscience quand même de ce que c'était que l'entrepreneuriat. Donc j'ai fait du grand groupe. J'étais très content de l'avoir fait. J'avais un peu peur d'entreprendre parce que vous savez ce que vous quittez. Vous savez pas si ça va marcher. Mais j'avais quand même une appréhension, et c'est le fait de passer par une PME qui m'a permis de voir que, bah oui, j'avais la fibre entrepreneuriale. Ça me posait pas de problème de passer d'un grand groupe à une petite boîte. C'est vrai que c'était confortable, si tu veux, la classe business, les hôtels, les grands restos, etc. Bon, en fait, ça m'amenait pas plus que ça. C'était sur le papier, et puis aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir faire aussi les grands restos. Tu vois, dans l'entrepreneuriat, il y a eu des moments dans l'histoire de Castelli où tu t'es dit, là, dans un mois, on n'existe plus. Ah oui, c'est arrivé plusieurs fois. Tu parlais de difficultés, difficultés, donc j'en ai eu pas mal, comme tous les entrepreneurs, mais des difficultés RH. Le RH, c'est le plus important parce que c'est ce qui vous permet d'avoir des talents, de les développer, ce qui permet finalement, c'est une aventure humaine, une boîte, donc d'avoir un projet. Mais je me suis beaucoup trompé dans les recrutements, et parfois sur des recrutements stratégiques. Je me suis trompé dans le recrutement d'un DAF. J'avais une boîte qui tournait bien, des reportings automatiques, et en 2 mois, ça a été le bordel, j'avais plus de chiffres. Et donc pendant 4 mois, je pilotais ma boîte avec ma trésor. J'ouvrais la caisse le soir. Oh, c'était terrible. Et mauvais recrutement de DAF. J'ai fait beaucoup de conneries. Et pourtant, c'est pas faux d'avoir mis des moyens, des chasseurs, Mais ça, je pense que vraiment les RH, c'est rigolo parce que je déjeunais avec une entrepreneuse qui me parlait de ses problèmes RH. Donc c'est vraiment dur. Et après, sur le fait d'arriver à des points de tension assez forts, ça m'est déjà arrivé de me dire que ça allait s'arrêter rapidement. Quelque chose qui m'interpelle dans ton histoire, c'est j'en ai discuté avec quelques entrepreneurs qui avaient très bien réussi, etc. Et qui, eux, voyaient l'entrepreneuriat en disant, finalement, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a pivoté 15 fois avant d'arriver à trouver le bon concept, ce qui a fait décoller sa boîte. Et presque de dire, ton idée de départ ne sera jamais celle à laquelle tu arriveras, mais tu l'apprendras sur le tas. Alors que toi, c'est pour ça que je te posais la question, finalement, ce que tu avais mis sur ton cahier d'auditeur. Tu vois, finalement, tu dis, tu avais déjà écrit les 2 sujets et tu es finalement arrivé jusqu'au bout. Tu vois, avec le recul, comment tu analyses ça ? Je pense qu'il y a différents types d'entrepreneurs. Moi, j'ai pu pivoter des modèles de financement, etc. Mais ce qui est sûr, c'est que j'avais la vision long terme de ce que j'ai envie de faire. Et ce qui m'animait, c'était le sujet de l'accès à l'eau, du plastique, etc. Et donc, à partir du moment où le sujet n'existe pas du tout, finalement, vous apportez une nouvelle vision sur un marché. Et c'est pour ça que ça a été long d'ailleurs. C'est que le temps que la vision s'inscrive dans un moment de marché, un momentum, ça peut prendre un peu de temps.
Moi, j'ai plein de copains entrepreneurs qui ont effectivement pivoté 3 fois et il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. C'est juste qu'il y en a un qui fonctionne par itération et puis un autre qui fonctionne plus sur une vision, mais où vous êtes aussi par itération. Parce que quand je te racontais que l'entreprise, ça n'a pas du tout marché au début de Castali, ce qui m'a peut-être pas sauvé, mais en tout cas, ce qui m'a fait vraiment accélérer en 2015, c'est que quand on est passé des bons restaurants ou des restaurants étoilés au bureau, et qu'on a LVMH qui nous a pris 50 fontaines pour son siège et supprimé les bouteilles en plastique. Ben ça, tu vois, moi j'y croyais dès le début, c'était écrit sur mon cahier, mais le marché ne prenait pas. Donc il a fallu que je prenne du temps, que j'explique, que j'évangélise. C'est ça qui a été long. Et toi, t'as toujours eu la confiance, en fait. À aucun moment, tu t'es dit... Parce que j'avais une petite goutte de sueur. Finalement, l'idée... Ok, c'était ma vision, mais elle colle pas, j'arrête et je retourne dans un grand groupe. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, parfois, tu peux avoir du découragement, tu peux avoir des moments où tu te dis je me suis planté, ou t'en as marre, t'es fatigué, mais c'est peut-être mon côté soit rugbyman, soit breton, soit les deux. Je suis un peu entêté. Donc ce qu'il faut pas, c'est être trop entêté, parce que quand ça peut pas marcher, il faut savoir lâcher. Et j'ai su le faire sur des projets, par exemple. Des projets qui partaient pas bien ou que j'ai lâché. C'est pas évident, ça. Moi, j'ai vu des entrepreneurs qui allaient dans le mur réellement, qui d'ailleurs y sont allés, mais tant qu'ils l'avaient pas pris, ils s'arrêtaient pas. Moi, je dis pas que j'ai pas été au bord de la falaise, mais j'ai toujours réussi à m'arrêter et à pas perdre l'équilibre. Et puis ensuite, je pense que ça a été assez dur sur les RH. J'ai mis du temps à construire ce codir de fou. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que j'ai eu tout de suite des bons conseillers, parce que j'étais allé cibler, je voulais faire du commerce B2B. C'est quoi la Rolls-Royce des commerciaux B2B, même si c'est un peu ringard? C'est Xerox. C'est le vendeur de photocopieurs. C'est des machines de guerre. Et donc, je suis allé chercher la directrice générale de la plus grosse concession Xerox, Elisabeth Salut, qui a investi dans Castali, qui nous a aidés sur la formation des équipes commerciales. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Castali, c'est une des plus belles boîtes B2B sur la partie vente. Et pas que, mais sur la partie vente, c'est parce que on a finalement adapté des processus qu'on est allé chercher chez Xerox. Je me suis entouré d'entrepreneurs talentueux comme Martin Génaud, comme Thierry Roussel, le fondateur de Direct Energy, qui est aujourd'hui au board de Castali et qui a monté Direct Energy, puis Senior Adam, super entrepreneur. Et ça, c'est des gens qui m'ont permis peut-être d'éviter... parce que le mur, parfois, je l'ai vu venir, mais le fait de bien m'entourer, ça m'a permis de faire le petit pas de côté. C'est super intéressant. On a parlé de ton engagement et puis de ton idée, et je pense qu'on comprend bien le sujet sur le plastique, et donc même on disait toutes les bouteilles plastiques économisées depuis que Castali existe. Je voudrais en venir vraiment au sujet de l'eau, et notamment à l'essai que tu as écrit. Est-ce que tu peux nous expliquer l'idée d'écrire cet essai, enfin comment ça t'est venu? Je pense que beaucoup peuvent avoir des idées comme ça, mais après concrètement, comment est-ce qu'on met en pratique? Et puis voilà, nous dire qu'est-ce que tu cherchais dans cet essai. Le livre est sorti en juin 2023. L'humanité a soif et les baleines boivent la tasse. Ça faisait 3 ou 4 ans que je voulais écrire un livre, mais comme beaucoup d'entrepreneurs, j'ai pas beaucoup de temps. Pas le temps. Et donc j'avais commencé à travailler, j'avais pris un journaliste pour m'aider, et puis ça n'avait jamais abouti. Ensuite, il y a eu la canicule 2022, où là je me suis dit mais c'est pas possible. Tout ce que j'ai appris chez Veolia, tout ce que j'ai appris du secteur de l'eau en bouteille depuis que je suis chez Castali, il faut que je le partage parce que je le retrouve pas dans les médias. Et la sortie de l'été 2023, la canicule avait frappé, la sécheresse avait frappé, il y avait eu la sécheresse hivernale, sécheresse l'été. Je me suis dit non mais c'est pas possible là. Donc là j'ai pas pris un journaliste, j'ai pris une agence de com, et je me suis fixé des entretiens pendant 3 mois. Ils m'ont fait un cadre. Ça m'a pris beaucoup plus de temps que ce que j'imaginais, mais ça m'a permis 2 choses. Ça m'a permis de me remettre à niveau sur plein d'études que j'ai pu lire et que j'ai documenté, en fait, tout l'essai est documenté. Et donc ça m'a permis de me remettre à niveau, de comprendre que finalement l'enjeu principal de l'eau, c'est l'agriculture, que ça soit sur la quantité ou la qualité. Et donc il fallait changer le modèle agricole. Ça, c'était passionnant. Et là, avec tout ce qui s'est passé sur la crise de l'agriculture en France, je pense qu'on n'est pas allé dans le bon sens, en tout cas la réponse du gouvernement, même si ça a calmé les agriculteurs. Les agriculteurs, c'est eux la clé du changement. C'est-à-dire que les agriculteurs aujourd'hui, je suis pas sûr que l'agriculture intensive, ça soit ce qui les rende heureux. Je sais pas combien il y a de suicides tous les mois, mais c'est énorme. Et donc, le salaire moyen d'un agriculteur, c'est moins de 1000 balles. Donc,
l'agriculture intensive les rend pas heureux. Ça les a beaucoup endettés, etc., etc. Donc ça, c'est un sujet que j'ai trouvé passionnant à pouvoir approcher avec mon livre. Et je pense vraiment que ce sujet de l'agriculture, il est clé pour l'autonomie alimentaire, la souveraineté alimentaire, et puis pour la pollution des sols, de l'alimentation et de l'eau. Tous les chiffres importants des différents impacts de l'eau sont dans le livre. Et effectivement, moi, ça m'a fait réaliser que, tu vois, on parle beaucoup de la nécessité de réduire sa consommation de viande rouge, beaucoup sous l'angle carbone, mais assez peu sous l'angle des autres ressources, et notamment de l'eau. Et effectivement, et c'est pour ça que le sujet de la viande rouge, qui est extrêmement... alors, en fonction des sources et des calculs, vous allez trouver entre 6 000 et 15 000 litres du kilo sur de la viande rouge, mais on ne se rend pas compte que finalement, tous les produits qui nous entourent, il y a un coût de l'eau, un impact de l'eau. Ce qui est assez dingue, c'est que finalement, c'est une eau qui est transparente, qu'on ne voit pas. L'être humain, il a besoin de 2 litres par jour, 3 litres par jour. Si vous prenez l'eau du robinet que vous avez chez vous, vous allez être à peu près à 130 litres par jour, mais vous n'avez que 1% que vous allez boire. Donc, il faut se rendre compte en fait de la richesse qu'on a et la difficulté qu'on peut avoir à la préserver. Je crois que dans ton livre, tu dis, et c'est vrai que quand on y pense, on comprend parfois le côté un peu aberration, mais c'est que finalement, on a de l'eau potable dans notre salle de bain, enfin, ou dans notre douche, et dire toute l'aberration d'avoir une eau qui est traitée, filtrée, eau potable dans une douche. On ne boira jamais de toute manière. Alors, oui, mais on peut le voir différemment. On peut le voir de pourquoi est-ce qu'on a besoin de traiter cette eau et de la rendre potable. Parce que s'il n'y avait pas des pollutions industrielles et des pollutions agricoles, on pourrait quasiment boire l'eau, c'était ce qu'on appelait de l'eau de source avant. Hein. Donc pourquoi traiter 99% de l'eau qu'on distribue dans les réseaux pour faire de la machine à laver ou des douches? Ça, je suis d'accord avec toi. Mais si on le voit dans l'autre sens, c'est beaucoup plus facile de moins polluer et donc de moins traiter que de traiter différemment. Finalement, ton point de départ, parce que tu as dit que tu as quand même été militant un peu dès le départ, quand tu as lancé Castali, tu avais un discours militant quand tu l'as lancé. On a commencé par le sujet du plastique, puis finalement le sujet de ressources rares, donc nécessité de revoir la consommation, et après en fait ça débouche sur pollution, agriculture de masse. Donc aujourd'hui tu te considères dans une approche militante sur globalement la protection de l'environnement, et plus large simplement que le sujet de l'eau qui était ton point de départ. Bon, d'abord, à titre personnel, moi je me sens comme militant, mais Castali, c'est vraiment une marque premium, qui est une marque d'eau, et qui fait des produits fabriqués en France, avec les plus belles technologies qui puissent exister sur la filtration, l'électronique. Donc on n'est pas du militant beatnik. On est vraiment là pour remplacer les bouteilles d'eau minérale et de source en B2B dans les hôtels, les restaurants et les entreprises. Ça, c'est le premier sujet. Et ensuite, militant, moi, je pense que c'est surtout avoir beaucoup de bon sens paysan. Et l'idée de pouvoir expliquer quand on voit des choses qui ne fonctionnent pas comme elles devraient et qui pourraient être réglées rapidement, je pense que c'est ça, en tout cas, être activiste ou militant. Sur ce sujet, justement, de transition écologique, toi, tu as quelle perception? Est-ce que tu es plutôt optimiste, pessimiste? En ce moment, je t'avoue que je suis plutôt pessimiste. J'ai envie de dire que tous les indicateurs français et internationaux sont plutôt au rouge. Bon, après, ce qui est sûr, c'est que je suis dans l'action, que ça me permet de pas trop y penser. Si je regarde vraiment en arrière et que je me dis, bon, alors qu'est-ce qui s'est passé de bien là, j'écoutais, j'entendais que l'Europe avait baissé ses émissions carbone. Alors, je sais plus le pourcentage en tête, mais par rapport aux années 90 de 20 ou 30%, et qu'on était sur peut-être pas la bonne voie, en tout cas pas la bonne trajectoire, mais en tout cas on était sur la bonne voie. Bon, ça c'est quelque chose de positif. Mais d'imaginer qu'il puisse y avoir une guerre à nos portes, waouh, une deuxième guerre aux portes de l'Europe, waouh. Non, c'est sûr que je pense que plutôt que de faire la guerre, on aurait d'autres sujets à régler entre êtres humains pour la communauté. Si tu avais dû faire autre chose, notre carrière, un autre domaine, ça aurait été quoi? Moi, je pense que là, j'ai pas terminé du tout Castali, mais par contre, dans une dizaine d'années, tu vois, j'aurais pas de problème à faire autre chose. Alors, je suis pas scientifique, peut-être que c'est un de mes regrets, c'est de pas avoir fait une école d'ingénieur j'aurais pu être ingénieur. Mais donc, non, qu'est-ce que je ferais? Je pense que j'irais travailler dans une organisation internationale. Alors, pas une grande organisation internationale, parce que ça, je connais les difficultés politiques et ma femme fait toutes les grandes organisations. Et je sais combien il est difficile et politique de travailler dans une grande organisation. Moi, je pense que quand on est entrepreneur, on est souvent moins politique. Mais donc peut-être une plus petite organisation sur un sujet très précis. Et le sujet qui m'anime,
je sais pas quels ils seront dans 10 ans, mais j'imagine que ce sera les mêmes, et donc ça tournera autour de l'accès à l'eau et du plastique. Là, aujourd'hui, on a, pour chaque fontaine Castelli qui est louée, enfin vendue, on fait de la philanthropie avec une fondation qui s'appelle Maidbu d'accès à l'eau en Éthiopie, dans un bidonville à Adama, où on a 30 projets de création dans les écoles, de douches, toilettes et accès à l'eau potable. Et donc, ce sujet, il est assez passionnant. Là, aujourd'hui, moi, je le vis de très loin parce que mon métier, finalement, c'est de développer Castelli mais demain, d'être plus opérationnel, enfin, pouvoir lancer des projets sur de l'accès à l'eau, je trouve que c'est passionnant, et là, ça change la vie des gens parce que entre le moment où vous aviez de l'eau et pas d'eau, je sais pas, c'est plusieurs heures par jour de gagner, pas avoir à porter un bidon sur la tête. Et je pense que là, il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de boulot. C'est intéressant parce que tu as dit, peut-être que dans 10 ans, je ferai autre chose. Est-ce que 10 ans, tu l'as dit comme ça, ou tu as un plan en te disant, voilà, j'amène la société à tel endroit, et une fois que je serai là, effectivement, je lâche les rênes et puis je fais autre chose. T'as construit un peu un plan comme ça, ou... Ce serait un bien grand mot. Je sais pas jusqu'à quel moment je peux être utile pour la boîte. Ce qui est sûr, c'est que je suis pas sûr que quand on sera devenu une grosse boîte, je sois le plus opérationnel, sans doute que j'aurai atteint mon seuil de compétence, tu vois. Et surtout d'intérêt. 10 ans, parce que je pense que là, ça fait 13 ans. Tu vois, ça fera 23 ans, plus de 20 ans. Et ça sera le bon moment pour me faire une deuxième partie de ma vie professionnelle. Castelli aura une bonne taille, et ça sera un bon moment dans ma vie professionnelle et personnelle pour passer sur un autre sujet. Le jour où justement tu arrêteras, qu'est-ce que tu aimerais que tes collaborateurs, ton écosystème, tes clients gardent de toi? Tu vois, c'est quoi, enfin, si je précise la question, c'est quoi l'héritage que tu veux laisser? Tu te diras, ça y est, là j'ai réalisé ce pourquoi je m'étais lancé. Quand tu auras plus de bouteilles en plastique. Non, mais assez simplement, c'est-à-dire que, tu vois, 2040, fin du plastique à usage unique, donc dans 10 ans, on sera en 2034. On aura déjà divisé normalement, si on respecte la loi AGEC, par plus de 2 les mises sur le marché de bouteilles en plastique. Si j'ai contribué à la déplastification de nos vies, à mon petit niveau, je serais très content. Ces messages-là, les collaborateurs de Castelli aujourd'hui, peut-être ceux qui nous écoutent, c'est un moyen d'engagement de tes collaborateurs? C'est la promesse et le sens que tu leur donnes pour qu'ils te rejoignent? Alors, on a la chance d'avoir vraiment une super équipe. Et je pense que par rapport peut-être à d'autres boîtes où, quand on poste une annonce, on a énormément de CV. Et ça, c'est sûr que de travailler dans une boîte... Alors, nous, on n'est pas entreprise à mission au sens entreprise à mission, mais on est entreprise de l'économie sociale et solidaire avec un agrément ESUS qui est très engageant. Et donc ça, je pense que c'est effectivement c'est un super moyen pour recruter des collaborateurs. Le seul point noir de ça, et c'est rigolo parce que j'ai une amie qui vient de passer entreprise à mission et qui me racontait que depuis qu'elle est entreprise à mission, les collaborateurs ont l'impression, enfin, ils réfléchissent à tout, et ils ont du mal à rester opérationnels et à avancer comme avant. Moi, je lui ai raconté les problèmes que j'avais eus quand on est passé entreprise de l'ESS, où finalement, on a beaucoup de gens qui se sont dit qu'on était une ONG. Et moi, je connais bien les ONG. Et même, tu vois, on fait de la philanthropie, puisque à chaque fois que tu as un contrat Castelli, d'ailleurs, finalement, vous avez aidé, nous-mêmes, grâce à votre contrat Castelli, des Éthiopiens à avoir accès à l'eau potable. Mais ça, c'est de la philanthropie. C'est pas mon business. Mon business, moi, c'est d'aller déglinguer les bouteilles en plastique chez mes clients et de les aider, de les accompagner, d'avoir le meilleur service, la plus belle fontaine, la plus technique, qui permettent de, finalement, offrir la même expérience. Et ça, quand on est passé entreprise de l'ESS, ça a posé quelques sujets, et il y a un certain nombre de collaborateurs qui n'ont pas compris. Donc maintenant, on l'explique très clairement en entretien. On est une entreprise de l'ESS, mais à vocation commerciale. L'objectif, c'est d'aller attaquer la bouteille en plastique. Et pour attaquer la bouteille en plastique, on a besoin de vendre des fontaines. Et il n'y a pas de honte à ça. L'appellation économie sociale et solidaire, et je l'ai entendu dans d'autres circonstances, oui, ça fait plus association, ONG, pas du tout business. Ouais, même si je suis très fier d'avoir un agrément ESUS, mais en réalité, moi, ce que je veux, c'est... et d'ailleurs, je suis en compétition avec les plus belles boîtes mondiales du domaine, et on a les meilleures fontaines. Donc, on n'a pas de sujet à être les meilleurs avec cet agrément ESUS. Mais il y a une difficulté au niveau RH à faire le distinguo. J'ai reçu d'autres, notamment Emery Jacquia, c'est le président de Camif. Et c'est vrai qu'on a beaucoup tourné le podcast autour de l'entreprise et l'impact. Et c'est vrai que lui, et il le décrit très très bien, t'as dit finalement, le profit reste central. En fait, il dit pas que finalement les entreprises doivent pas plus faire de profit ou en faire moins.
mais que par contre, lui pense même que c'est le seul modèle, et je pense qu'à titre personnel, je le rejoins là-dessus, que finalement les entreprises de demain sont celles qui auront à la fois du profit et de l'impact, et que finalement si t'as pas d'impact, tu feras plus de profit parce que t'existeras plus. Mais toi, tu l'avais, enfin j'imagine que tu partages ça vu ton secteur, mais du coup, t'es une boîte, t'es là quand même pour faire du business, t'es là pour gagner de l'argent tout en ayant de l'impact. Complètement, je rejoins ce point, mais c'est assez marrant parce que tu vois, quand je te parlais de philanthropie en Éthiopie, le projet qu'on a, enfin en tout cas la fondation qu'on a choisi d'accompagner, c'est de l'accompagnement par l'impact. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Made Blue, c'est le nom de l'ONG, elle va mettre l'infrastructure en place avec l'eau potable, les douches, les sanitaires, et donner les clés à une femme ou un groupe de femmes qui vont faire un business et qui vont faire payer rien, quelques cents. Mais les gens qui viennent utiliser leurs infrastructures, et puis quand le business qui marche bien, elles ont les moyens de financer un deuxième point. Et pourquoi j'ai fait ça? C'est qu'il y a eu d'autres modèles que j'ai vus où vous financez l'infrastructure et puis il y a personne qui s'en occupe, il y a personne qui va gérer comme un petit centre de profit cette infrastructure, et vous êtes sûr qu'au bout de 6 mois, il n'y a plus de maintenance et que c'est terminé. Donc je pense qu'effectivement, c'est un bon sujet de passer par cet aspect entrepreneur, en tout cas sur la philanthropie et business. Ça ne veut pas dire que le secteur associatif, j'y suis pas très attaché. Ma femme aujourd'hui travaille à la Croix-Rouge, elle fait du plaidoyer en droit de la guerre, et je pense qu'il y a besoin du secteur associatif. Mais c'est deux objets qui sont très complémentaires. Voilà. Si j'en reviens, parce que je t'ai pas posé la question quand on parlait vraiment de Castalli et du produit, et tu disais on a les meilleures fontaines et finalement j'aurais pu être ingénieur vu ce que tu as fait. Tu peux nous expliquer tout ça, parce que comme ça je te dirais, et même moi j'en ai une à côté de mon bureau, je sais pas ce qu'il y a derrière, mais en fait les développements que tu as dû faire pour ça. C'est beaucoup plus complexe que ce qu'on peut imaginer. Au final, on a une bouteille avec de l'eau et un bouchon, mais il y a beaucoup de technologie. Donc, une fontaine, c'est un ensemble de plus de 300 pièces avec à la fois de l'électronique, de la filtration. Et donc, il a fallu tout développer. Il y a plus de pièces que sur un vélo. Et ça, tu l'as breveté? C'est une propriété? Alors, il y a de la propriété sur l'électronique, le design. C'est très difficile de breveter même par contre sur le froid, par exemple, là, on a une fontaine là, qui vient de sortir en mass prod là, il y a 1 mois. On a innové sur la partie froid. En gros, elle est extrêmement compacte et très puissante, mais on peut pas breveter c'est plus de l'innovation d'usage. Nous, notre sujet, il est plus d'aller vite, de bien déposer tout ce qu'on peut déposer qui a un intérêt. En l'occurrence, tout ce qui est design électronique. Mais sur le reste, c'est une question de rapidité de déploiement. On fait des métiers qui sont quand même assez stressants et avec une charge mentale qui est importante. Toi, tu te considères stressé, anxieux, et quelle est ta relation finalement à ça? Est-ce que tu arrives à déconnecter? Est-ce que tu es toujours dans le boulot? Comment est-ce que tu arrives à équilibrer en fait à la fois le poids de la responsabilité et ta propre vie? D'abord, quand là j'ai une centaine de personnes, j'ai une organisation qui me permet en tout cas de me reposer sur une structure où ils prennent une grosse partie du stress et du quotidien. Moi, l'équilibre vie pro, vie perso, c'est pas vraiment un sujet parce que moi, j'ai pas l'impression de travailler. Peut-être que ma fille va râler en disant papa, arrête de passer des coups de fil. Ou d'ailleurs, elle a acheté une boîte fermée à clé où je mets mon téléphone et j'ai plus le droit de le prendre à la maison. Donc ça, c'est des moments privilégiés où je vais déjeuner avec elle le mercredi, tous les mercredis. Mais si je rouvre mon ordinateur pendant 1 heure le week-end, j'ai pas l'impression de travailler. Après, j'ai fait beaucoup de sport. C'est un bon régulateur quand même de faire du sport. Puis voir la famille, les amis, les activités. Là, j'ai un petit bébé qui a 18 mois, donc ça nous a bien occupés. Donc voilà. Ça va en fait, quoi. T'arrives à gérer. C'est pas mal l'histoire de la boîte là dans laquelle tu mets le téléphone. Là, faudrait que j'en parle au mien. Là, j'ai la chance d'avoir une super assistante. C'est quand même, ça simplifie beaucoup de choses parce que elle peut répondre à un paquet de mails, les trier. Quand je l'appelle en sortant de réunion, elle peut me dire voilà, il y a ça d'urgent. Donc, je pense que c'est une question d'organisation. Ce qui est sûr, c'est que il y a des moments qui sont plus ou moins stressants, des moments avec plus ou moins de pression. Mais moi, ce qui m'aide, c'est le sport et la famille et les amis. Ouais, je sais. Tu sais que moi, on partage la course à pied, c'est ça? Tu faisais beaucoup de course à pied, toi? Des marathons, c'est ça? Alors, je suis un poids lourd par rapport à toi, donc pas recommandé, mais en tout cas un peu moins. Mais oui, j'ai fait beaucoup de course à pied. Ouais, j'ai vu beaucoup des gens que j'ai eu ici, en fait. J'ai l'impression que le sport, c'est quand même un moyen de décompression et de lâcher du stress de beaucoup de dirigeants. Et après, tu vois, la plongée sous-marine, moi, tu me mets un masque et
et des bouteilles et c'est terminé, tu vois. Je pense plus à rien. Le bateau, tu mets sur un voilier, tu largues les amarres au sens propre et figuré et c'est terminé. Enfin, donc ça, c'est des moments quand même qui sont canons. Tout tourne autour de l'eau quand même. Ah, tu vois, c'est le fil conducteur. Je vais te poser 2 dernières questions. Pour un jeune qui voudrait te rejoindre aujourd'hui, ou qui est sensible à ce sujet, parce que je pense que les jeunes générations, effectivement, il y a 10 ans, ça devait pas être quand même la même chose. Aujourd'hui, on peut quand même se féliciter que les jeunes générations soient très sensibles au sujet, et je pense que des marques comme la tienne peuvent être très attractives. Qu'est-ce que tu dis aux jeunes pour qu'ils te rejoignent ? J'imagine que, comme ça, on se dit qu'Astali doit pas avoir trop de problèmes de recrutement, parce que je pense qu'en termes de sens, en termes de mission, je te laisserai me dire si effectivement toi aussi, tu as des difficultés comme beaucoup de dirigeants. Mais qu'est-ce que tu dirais à des jeunes qui voudraient te rejoindre, tu vois, en quelques mots sur le projet et l'ambition pour Castali ? Alors, moi, je vais parler déjà globalement avant de parler de Castali, mais je pense que les jeunes aujourd'hui, ce qu'ils devraient faire, c'est choisir des entreprises dans lesquelles il y a du sens et dans lesquelles ils vont changer les choses. Il y a un paquet de choses qui vont pas bien autour de nous et finalement, c'est assez satisfaisant. Ça donne beaucoup de sens de donner un combat, une lutte, une action où vous allez dans le bon sens. Donc moi, globalement, en fait, au-delà de rejoindre Castali, je pense que le premier sujet, c'est pour donner du sens à son travail. Choisissez un secteur et une entreprise qui vous parle. Je parle pas du poste, bien sûr que si on a envie si on adore le marketing et qu'on fait de la compta, je pense qu'il faut changer et faire du marketing plutôt que de la compta. Mais sur l'entreprise, je pense que c'est important de prendre des entreprises qui sont engagées et qui sont aussi transparentes dans leur message et dans leur action. Et puis pour Castali, nous, on veut faire une très grosse boîte parce que sans ambition, il n'y a pas d'impact. C'est pas avec les 300 millions de bouteilles qu'on va changer quoi que ce soit, ni en France, ni dans le monde. Par contre, le jour où on fera 1 milliard de bouteilles par an, on pourra dire qu'en France, on a commencé à bouger les choses. S'il y a des jeunes en tout cas des plus jeunes que moi, qui nous écoutent, et même des plus vieux d'ailleurs, mais en tout cas qui ont beaucoup d'ambition et qui veulent changer la consommation de l'eau, réenchanter la consommation de l'eau, ça, je les invite à nous rejoindre. Ce qu'on veut, nous, c'est beaucoup d'ambition, beaucoup d'humilité, et puis on a le beau projet pour s'éclater. Tu as dit une phrase, sans ambition, il n'y a pas d'impact. Quand j'ai pris mes fonctions, j'avais un projet très ambitieux, on va doubler de taille dans les 5 ans, et en même temps, on devenait société à mission, et j'avais été challengé dans une réunion par un collaborateur qui m'avait dit de façon assez directe, c'est incohérent parce que finalement, on porte un projet pour pousser nos clients à accélérer dans leur transition. Et à contrario, nous, on veut faire de la croissance. Et effectivement, j'avais répondu, mais pas avec ce terme, que si on voulait avoir de l'impact et faire changer les choses dans notre industrie, et je pense que notre industrie doit se transformer, c'est pas en faisant 10 millions ou 130 millions qu'on allait le faire, mais que le jour où on aurait doublé de taille, on aurait probablement plus d'impact. Donc toi, tu dis, sans ambition, pas d'impact. Alors jusqu'où ira ? On n'a pas parlé de l'international, mais tu vois... En tout cas, c'est un sujet sur la table, international pour Castali, mais par rapport à ce que tu viens de dire, moi, je te rejoins à 100%, et il y a une boîte que j'adore, c'est Guillaume Gibaud et les slips français. Le slip français, il faut que ça devienne une énorme boîte. Il vaut mieux acheter des slips français que des slips chinois quand même. Tu vois. Moi, je porte des caleçons. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que des boîtes où on est sur la substitution, c'est le cas pour Castali. On est sur la substitution. On a un produit qui est dysfonctionnel aujourd'hui et dont c'est que la bouteille en plastique, c'est comme le tabac, l'amiante ou le diesel. Demain, nos enfants, ils regarderont, mais qu'est-ce que vous avez fait là ? Et donc ça, je pense qu'il faut aller vite. Après, est-ce qu'il y a des secteurs où on doit décroître ? Oui, il y a d'autres qui vont croître. Par exemple, les hydrocarbures versus le renouvelable. Où est-ce qu'on peut te suivre ? Alors, sur LinkedIn, Thibault Lamarque. Si on veut te contacter ? Le message sur LinkedIn ou par mail, thibault@castali.com. C'est peut-être plus facile d'ailleurs le mail que LinkedIn. Oui, je dirais, moi souvent je dis ça, parce que tu reçois tellement sur LinkedIn que finalement tu les lis pas. Merci beaucoup Thibault d'avoir été avec moi aujourd'hui. Je te souhaite le meilleur pour toi, pour Castali. Et puis rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Salut Thibault. Merci Arnaud, salut. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Coulisses de CEO. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et partagez l'épisode parce que le podcast, finalement, c'est comme les valeurs d'une entreprise, ça se partage.